Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'elle sera consacrée au premier anniversaire de la chaîne qui vient, cerise sur le gâteau, de passer tout récemment le seuil des 300 abonnés et même des 350 pour être encore plus précis. J'ai encore un peu de mal à réaliser mais ça fait déjà bel et bien un an que la première vidéo de la chaîne est sortie, c'était le 15 novembre 2020. Je postais tout bêtement le générique, 46 secondes seulement de contenu mais qui m'ont servi de porte d'entrée dans le monde fantastique mais impitoyable du YouTube ciné. Et me dire que vous êtes déjà 350 à me suivre, c'est plus qu'encourageant. Alors je ne suis pas du tout dans une course aux vues et aux abonnés, mon objectif c'est avant tout de vous donner envie de découvrir des films récents, anciens, voire très anciens. Un objectif qui sous-entend forcément d'avoir un public à qui justement faire découvrir ou redécouvrir ces films. Alors encore merci à vous et merci également à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu de la foire aux questions. On commence d'ailleurs tout de suite avec Variant Sidious qui me demande quel est ton film préféré de tous les temps hors horreur. Alors attention, on parle bien de film préféré et non pas de meilleur film. Donc sans hésitation, mon film préféré c'est Fight Club. J'avais déjà adoré les 3 précédents films de David Fincher. Là avec Fight Club, il est clairement et officiellement devenu mon réalisateur favori. J'adore le casting du film, j'adore les thématiques abordées, j'adore l'humour très noir de l'histoire et j'adore évidemment la mise en scène hallucinante de Fincher. Fight Club, c'est le film qui m'a permis de découvrir Chuck Palahniuk, l'auteur du roman initial. C'est le film qui m'a fait acheter mon premier DVD et c'est le film qui m'a fait acheter mon premier Blu-ray. J'ai même une vidéo YouTube prête depuis longtemps sur ce film, mais que j'hésite à sortir de peur d'être trop hors sujet par rapport à la chaîne. Peut-être que je la sortirai si la pression de la foule m'y oblige, je ne sais pas encore. En tout cas, je me lasse pas de ce film, Fight Club, film préféré. On continue avec Cory Mélandre qui me demande « Que penses-tu de The Lodge de Veronica Franz et Séverin Fiala ? Perso, c'est mon deuxième film préféré de 2020 et je suis dégoûté qu'A24 ne l'ait pas pris. » Alors le film a été distribué par Neon, mais il est sorti directement en vidéo en France. Est-ce qu'on aurait eu droit à une sortie en salle si A24 l'avait distribué ? Ça, rien n'est moins sûr. De toute façon, A24 ne peut pas distribuer tous les films. Récemment, on a eu le cas avec The Green Knight, qui n'est toujours pas sorti en France. Si A24 ne le distribue pas, c'est qu'a priori le film n'intéresse pas la société d'un point de vue purement économique. Le film n'a tout simplement pas le potentiel pour attirer du monde en salle. A24 est une société de distribution indépendante, mais dont les choix restent malgré tout soumis à une logique financière. Concernant le film lui-même, je l'ai vu l'année dernière, je me souviens avoir bien apprécié l'ambiance, le casting, la tension qui monte en puissance au fur et à mesure que les choses deviennent de plus en plus bizarres. C'est le genre de film qui privilégie le psychologique aux effets horrifiques, et ça j'avoue qu'en général ça passe bien. La fin est bien glaçante, par contre j'avais été un peu perplexe devant certains éléments, notamment par rapport à ce qui arrive à la mère au début du film. Je comprends que c'est une façon de générer un conflit entre le père et les enfants, et de rapprocher encore plus le père de sa nouvelle compagne compte tenu de son passé, mais entre ce qui arrive à la mère et ce dont a réchappé la belle-mère, j'avoue que ça fait un peu too much. C'est clairement un film qu'il faut que je revoie pour vraiment me faire un avis, mais en tout cas je le recommande. Nounours me pose la question suivante, quel est ton film doudou de la déprime du dimanche soir pluvieux ? Alors comme film doudou, je dirais sans trop réfléchir The Big Lebowski des frères Coen. Comme Fight Club tout à l'heure, c'est un film que je revois régulièrement sans jamais me lasser. Le casting est parfait, l'histoire avec cet enlèvement douteux est finalement assez secondaire, mais il y a tellement de passages cultes avec des personnages complètement barrés face à un anti-héros qui a décidé de se foutre royalement de tout, mais qui se retrouve embarqué malgré lui dans une affaire qui le dépasse complètement. Un film qui me fait énormément rire avec une BO qui redonne la banane. Culte. Nounours toujours, de quoi comment, qu'est-ce que c'est que le cinéma de genre pour toi ? Le cinéma de genre est une appellation qu'on a encore du mal à définir. Pour moi, et c'est purement subjectif, j'ai tendance à y caser tout ce qui a trait à l'horreur, au fantastique et à la science-fiction. En tout cas, tout un pan du cinéma qui semble un peu mis à l'écart ou difficile à aborder pour une partie du public. Après, c'est pas forcément vrai dans tous les pays. En Espagne, par exemple, le cinéma de genre a une visibilité et une reconnaissance bien plus importante qu'en France. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur ce qui peut être considéré comme du cinéma de genre, je vous invite à lire l'article de la collègue Bon Chic Bon Genre sur le sujet. Je vous mets le lien en description.
au tour d'Evil Ray de me demander si vous deviez conseiller 3 films d'horreur épouvantes à quelqu'un qui veut se lancer dans cette partie du cinéma, lesquels recommanderiez-vous ? Pas facile, mais je dirais Psychose, Evil Dead 2 et Hérédité. On reste sur du cinéma américain, c'est pas très original de ce point de vue-là, mais au moins on a une sélection qui s'étale un peu sur le temps, avec un film de 1960, un de 1987 et un de 2018. On a Psychose, film en noir et blanc, profondément novateur, qui inspirera beaucoup de réalisateurs par la suite. On a Evil Dead 2, film combinant effets gore et humour absurde, et qui servira lui aussi de modèle. Et enfin Hérédité d'Ari Aster, que j'ai choisi parce que c'est le dernier film qui m'a vraiment marqué, et que je n'ai toujours pas osé revoir, ce qui en fait sûrement le plus difficile à aborder des 3. Donc 3 films aux ambiances vraiment différentes, une sélection qui vaut ce qu'elle vaut, j'ai choisi ces 3-là, mais j'aurais très bien pu en prendre d'autres. Question de gloire à que dalle, quel film t'a définitivement fait aimer le cinéma de genre ou d'horreur ? Il n'y a pas vraiment un film qui m'a fait aimer le cinéma de genre, je pense que ça s'est fait progressivement et naturellement. Il y a peut-être eu un engouement plus prononcé au début des années 2000, notamment du côté du cinéma japonais, avec la sortie DVD de Ring, dont j'avais beaucoup entendu parler et que je voulais absolument découvrir. J'ai franchement pas été déçu et ça m'a poussé à m'intéresser davantage à ce nouveau cinéma horrifique en provenance du Japon, avec des films comme Audition, Battle Royale et d'autres, ce qui m'a amené ensuite vers le cinéma sud-coréen. Ren Drainer me pose la question suivante, que penses-tu de la vague de films de genre français qu'on a en ce moment ? Alors on a eu droit effectivement à pas mal de films de genre français cette année, beaucoup de propositions très intéressantes, certains films réussissant à se faire remarquer, que ce soit en obtenant des prix, je pense à La Nuée, à Teddy, Titane évidemment, ou en attirant un nombre satisfaisant de spectateurs en salle. Méandre par exemple. Après, faut pas oublier que dans la masse, il y a pas mal de films qui étaient censés sortir en 2020, donc la fameuse vague de 2021 est un peu à relativiser. Et puis il faudrait voir également dans le lot le nombre de films qui se sont plantés. On parle beaucoup des réussites, mais il faudrait aussi se pencher sur les échecs de certains films, en termes d'entrée comme de réception critique. Donc ça semble globalement encourageant, mais personnellement j'attendrai quand même 2022 et un retour à la normale pour vraiment me faire une idée en termes de quantité et de qualité. Au tour de l'ami Méromain de poser sa question, les films d'horreur subissent des effets de mode, comme la mode des slashers, des films paranormaux, etc. Tu imagines comment la prochaine vague mode à l'avenir, et donc que sera la prochaine étape du cinéma horrifique ? Concernant les effets de mode, t'as parfaitement raison, on a le retour des zombies au début des années 2000, même si aujourd'hui ça commence un peu à tourner en rond. Tu parles du slasher et effectivement c'est un sous-genre qui revient en force. On a pas mal de films et même depuis quelques temps pas mal de séries qui sont proposées, dont une d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle vaut, qui s'appelle tout simplement Slasher. En attendant bien sûr le 5e volet de la saga Scream en début d'année 2022. On peut dire également la même chose pour ce qui est de la figure de la sorcière. Depuis The Witch en 2015, on sent que c'est redevenu aussi à la mode. Quant à savoir quel sera le futur du cinéma horrifique, difficile à dire. On parle beaucoup du cinéma d'auteur horrifique avec les Jordan Peele, Ari Aster, Jennifer Kent ou même Robert Eggers, le réalisateur de The Witch justement, et d'autres encore dont on considère qu'ils participent au renouveau du cinéma d'horreur. J'apprécie beaucoup ces réalisateurs et leurs œuvres, mais pour moi on est là aussi dans un effet de mode. Les films utilisant l'horreur pour faire passer des messages, ça existait déjà bien avant. On va avoir droit au retour des monstres à l'ancienne, mais dans des versions modernisées. Blumhouse a ce projet depuis que Universal s'est planté dans sa tentative de Dark Universe. Bon, ça a déjà commencé avec L'Homme Invisible, et a priori on aura droit à Wolfman avec Ryan Gosling, un nouveau Dracula, et peut-être même un Frankenstein et un Dr Jekyll et Mr Hyde. À voir. Pascal me demande « Que penses-tu des œuvres de Marianne Dora ?» Eh bien j'en pense pas grand chose étant donné que je ne connais pas du tout ce réalisateur. Alors j'ai fait mes petites recherches et d'après ce que je vois, on est dans du cinéma assez difficile d'accès, au sens propre comme au figuré. Le type entretient pas mal le mystère autour de son identité et son cinéma a l'air plutôt expérimental et extrême dans sa violence et son réalisme.
Pas forcément ma tasse de thé, mais pourquoi pas, à l'occasion. On termine cette foire aux questions avec l'incontournable jus de melon qui s'est bien lâché pour l'occasion. As-tu un jour le rêve, l'ambition de réaliser une œuvre, court ou long métrage? Si oui, idée originale, avec quelle ambiance? Ou adaptation, quelle œuvre? Tes acteurs, actrices préférés? Niveau musique, quels sont tes artistes phares? Alors rêve ou ambition de réaliser un court ou un long métrage? Oui, j'aimerais pourquoi pas un jour réaliser un court métrage. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête encore plus depuis l'ouverture de la chaîne. Et j'ai une idée qui conviendrait tout à fait au format court, une scène extrêmement anxiogène qui se déroulerait dans une pièce vide, entièrement blanche, sans fenêtre, avec pour seul élément de décor une porte. Le tout sans dialogue ou presque. Tout en sachant que je n'ai aucune formation, que ce soit dans l'écriture, la réalisation ou encore moins le jeu d'acteur. Mais si l'occasion se présente, si j'ai le temps, la possibilité matérielle de le faire, et si la motivation est toujours là, pourquoi pas. Acteur, actrice préféré, j'ai pas vraiment de préféré, il y en a beaucoup que j'apprécie chez les acteurs comme chez les actrices, mais il y a personne qui me fera aller voir un film juste parce que son nom est sur l'affiche. Bon, du côté des acteurs, je dirais quand même Song Kang-ho. Il a tourné dans pas mal de films de Bong Joon-ho, de Park Chan-wook et de Kim Ji-woon. 3 réalisateurs sud-coréens que je suis depuis longtemps maintenant et j'ai l'impression qu'il peut tout jouer et il est toujours très bon dans ses rôles. Que ce soit des rôles comiques, dramatiques ou parfois même les deux en même temps, il est toujours très bon. Mes artistes phares en musique, le seul, l'unique, c'est Trent Reznor. Je suis fan depuis très longtemps de ce qu'il fait avec son groupe Nine Inch Nails et je suis fan également de ce qu'il fait maintenant depuis une dizaine d'années et qui pour moi était inévitable, à savoir composer des bandes originales de films ou de séries. J'ai toujours rêvé de voir Reznor travailler avec David Fincher, j'ai pas été déçu. The Social Network, Millennium, Gone Girl et Mank, on doit les BO à Reznor et son acolyte Atticus Ross. The Social Network leur a même valu un Oscar, on leur doit aussi la BO de la série Watchmen qui leur a valu un Emmy Award et dernièrement la BO de Soul, le Pixar, qui leur a valu un autre Oscar. Du génie, tout simplement. Voilà, ce sera tout pour cette première FAQ. Encore merci aux participants. J'espère ne pas avoir écorché vos pseudos et avoir répondu à vos questions. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!